Que devez-vous mettre dans votre portefeuille pour augmenter les chances qu'on vous le rapporte si vous le perdez et sans que cela vous coûte un seul euro? Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons aborder le troisième concept concernant les mécanismes et techniques de persuasion. Alors je vous rappelle que ces concepts sont tirés du fameux livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Alors à force de vous le dire, je pense que les ventes de ce livre vont augmenter considérablement. Vous voyez comme quoi je vous aurais un peu manipulé quelque part. Bon, trêve de plaisanterie, le mécanisme d'aujourd'hui s'intitule la preuve sociale. Quelle est donc la définition de ce concept ? J'ai été voir dans Wikipédia et voici ce qu'ils en disent. La preuve sociale est un principe de psychologie sociale donc, où un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Habituellement, quand un grand nombre de gens font quelque chose, nous comprenons que c'est la meilleure chose à faire. Et nous vérifions ça par les faits, qui sont à la fois la force d'ailleurs et la faiblesse du principe de la preuve sociale. Et nous allons en parler tout à l'heure des forces et des faiblesses. Et la preuve sociale, justement, c'est un raccourci qui est commode, mais elle rend en même temps celui qui emprunte ce raccourci vulnérable aux assauts des profiteurs qui sont embusqués sur le chemin. En clair, cela peut nous rendre vulnérables face à des manipulateurs. Voyons un peu plus en détail ce qu'il en est exactement. Vous est-il déjà arrivé de chercher un restaurant où vous pourriez agréablement manger dans une ville ou bien dans un quartier que vous ne connaissez pas? Si vous êtes comme moi, à coup sûr, vous allez d'abord choisir le type de restaurant qui vous plairait, par exemple cuisine asiatique, de la restauration locale, un restaurant gastronomique, que sais-je. Et une fois que vous aurez déterminé quel type de restaurant vous souhaitez, votre choix définitif se portera certainement sur celui où il y a le plus de personnes. En tout cas, vous n'irez certainement pas dans un restaurant où il n'y a personne. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, s'il y a beaucoup de monde, c'est que c'est bon, c'est qu'on doit être bien accueilli, c'est que les gens connaissent. Et ces personnes qui sont à l'intérieur de ce restaurant viennent de faire le choix à votre place. Ou si vous préférez, elles vous ont poussé à faire ce choix. Et c'est cela, la preuve sociale. Alors, en règle générale, ce mécanisme de preuve sociale nous fait prendre des bonnes décisions. Ça, c'est en général. Nous faisons moins d'erreurs en agissant conformément aux indications que nous fournit le groupe social, tous les individus, plutôt que si on allait contre ce que font ou ce que pense ce groupe social, ou en allant contre ces mêmes indications. C'est une généralité. Alors, cela peut nous faire passer parfois pour des moutons de panurge, mais consolez-vous. Parce que lorsque nous suivons le troupeau, cela n'est pas uniquement par désir d'imiter nos congénères, de faire comme eux. Non. En fait, c'est un processus qui touche au cœur de trois simples et pourtant puissantes motivations humaines par lesquelles nous sommes régis. Premièrement, nous désirons ardemment prendre les bonnes décisions et de la façon la plus efficace possible. Deuxièmement, nous avons ce besoin profondément humain de nous intégrer et de gagner l'approbation de tous les autres. Et pour ceux qui connaissent la pyramide des motivations de Maslow, c'est tout simplement le besoin d'appartenance à un groupe. Donc c'est une motivation très forte. Et enfin, la troisième motivation, troisièmement, c'est ce besoin de se voir sous un jour positif. Et là encore,
Dans la pyramide des motivations de Maslow, il s'agit du besoin d'estime. Nous avons besoin de nous estimer, mais nous avons également besoin que les autres nous estiment. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets et positifs, dans un premier temps, au quotidien, de la preuve sociale. Avez-vous remarqué, lors de conférences ou lors de réunions, à la fin, lorsque l'orateur demande « Avez-vous des questions ?» Avez-vous remarqué que c'est souvent la première question qui est la plus longue à venir? En revanche, dès qu'une première personne se lance à poser une question, les autres questions fusent les unes derrière les autres. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'au départ, il n'y a personne auquel nous pouvons nous identifier. Et dès qu'une courageuse ou qu'un courageux se lance, c'est la preuve ou le signal que tous les autres peuvent se lancer. Et d'ailleurs, parfois, vous voyez, à la fin de réunion ou à la fin de conférence, il est difficile d'arrêter les gens et on est obligé de lancer « Bon, une dernière question », alors que la première question a été longue à venir. Par ailleurs, de nombreuses études ont été réalisées sur des clochards qui font la manche dans la rue. Eh bien, il y a une plus forte probabilité que vous donniez de l'argent à un clochard si la personne qui vous précède vient de lui donner de l'argent. Et c'est comme cela. Alors certains s'en défendent, et pourtant c'est comme cela. Il y a eu des films, il y a eu des reportages, il y a eu des études. Lorsqu'une personne passe devant un clochard sans donner d'argent, la personne suivante, forte probabilité pour qu'elle ne donne pas d'argent. Forte probabilité. Lorsqu'une personne donne de l'argent, la personne qui suit, et si elle voit ce geste, même inconsciemment, elle donnera de l'argent. En tout cas, il y a une très forte probabilité. Et c'est comme cela. C'est une forme d'imitation. Et c'est ce même principe qui régit, vous savez, les hollas dans les stades. Eh bien, il suffit de quelques personnes regroupées les unes à côté des autres pour commencer le mouvement et pour que le reste du stade suive. Et ce, quelle que soit la couleur de l'équipe que ces spectateurs supportent. Ils peuvent se détester, les supporters, les uns en face des autres. Et pourtant, lorsque vient le moment de la hola, il y a un phénomène de mimétisme parce qu'après tout, nous appartenons tous au genre humain. Et c'est cela également la preuve sociale. Alors si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez réaliser facilement un test puissant et en même temps très drôle qui démontre ce mécanisme de preuve sociale. D'ailleurs, vous l'avez peut-être testé avec vos copains lorsque vous étiez plus jeune, que sais-je. Ce que vous faites, vous vous plantez avec au minimum 3 amis dans une rue quand même assez passante. Vous vous plantez devant un immeuble. Et vous vous mettez tous, donc tous les 4, vous et vos 3 amis, minimum 3 amis, si vous êtes plus, c'est mieux. En même temps, vous vous mettez à lever la tête et à regarder en l'air. Il ne se passera pas quelques secondes pour que des personnes viennent, s'arrêtent de marcher et se mettent à regarder en l'air comme vous. Attention, parce que très vite, il se peut qu'il y ait même un attroupement. Et c'est une étude qui a été réalisée dans les rues de New York. Très vite, 80% des personnes qui passaient devant ce groupe, un groupe de quelques personnes, 80% de ces personnes se sont mises à lever la tête. Ça, c'est le côté drôle, le côté positif de la preuve sociale. Il existe en revanche, comme pour tous ces mécanismes de persuasion, il existe des conséquences absurdes, négatives, parfois même dramatiques. Ainsi, de nombreux faits divers relatent des personnes qui s'évanouissent subitement dans la rue et qui ne sont secourues par personne. Cependant, dès qu'une personne vient au secours de la victime à terre, c'est l'agglutinement. Vous avez sans doute entendu parler d'agressions dans le métro, dans le train, dans la rue. L'agresseur ou les agresseurs peuvent être sans armes, c'est-à-dire sans danger, si on veut protéger là où les victimes, surtout si on s'y met à plusieurs. Et pourtant, cette même personne, cette victime, se retrouve très souvent
isolé, esseulé, victime une deuxième fois, j'ai envie de dire, de l'absurdité de cette même preuve sociale. Si les autres ne bougent pas, alors c'est que je ne dois pas bouger. Bien entendu, ça c'est la généralité, et pourtant, que de drames, que de drames. Une étude a été réalisée dans une salle d'attente. C'est un peu plus drôle, et en même temps, ça vous montre l'absurdité. Les chercheurs envoient de la fumée sous la porte dans la salle d'attente. Donc, il y a une personne qui attend seule dans cette salle d'attente, et dès que la fumée arrive, cette personne aussitôt recherche la cause de cet incident et tente de se mettre à l'abri. Sait-on jamais s'il y a danger. Dans un second scénario, les chercheurs mettent des complices dans la pièce. Et ceux-ci font semblant d'attendre, comme la personne teste. Ils attendent dans la salle d'attente. Les chercheurs envoient la fumée. Et les complices, bien entendu, font comme si rien ne se passe. Rien d'anormal. La pièce devient de plus en plus enfumée. Et pourtant, la personne qui est seule, la personne qui n'est pas complice des autres, elle regarde les autres personnes du groupe. Et comme personne ne bouge, elle ne bouge pas. Dans le premier scénario, au bout de quelques secondes à peine, elle recherche la cause de ce problème. Dans le second scénario, avec tous les complices, donc, elle n'est pas au courant. Elle ne bouge pas. Parce que si les autres ne bougent pas, c'est peut-être qu'il ne faut pas bouger. C'est vous dire à la fois la puissance de ce mécanisme et l'absurdité aussi, parfois. Si vous voulez retrouver d'ailleurs cette étude, vous pouvez aller sur Google, sur YouTube et vous retrouverez très facilement ce type de vidéo. Tapez les mots-clés, fumée, salle d'attente, principe de preuve sociale. Alors, concrètement pour nous, au jour le jour, comment pouvons-nous utiliser favorablement ce principe? Alors, pour nombre d'entre vous, vous l'utilisez déjà. Par exemple, vous avez un site internet ou bien si vous utilisez des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou d'autres, vous avez sans doute déjà demandé des témoignages de personnes qui vous connaissent, avec qui vous avez travaillé et qui pensent ou disent en tout cas du bien de vous. Et cela ne sert à rien d'autre, les témoignages que vous prenez, que de prouver socialement que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un que l'on peut estimer, quelqu'un avec qui on peut entrer en relation favorablement. Une autre étude, par exemple, a été réalisée en Grande-Bretagne. Le fisc britannique s'est retrouvé devant un très sérieux problème. Ils avaient un nombre très important de contribuables qui ne réglaient pas ou qui réglaient avec beaucoup de retard leurs impôts. Et malgré les lettres de relance, les rappels, rien n'y faisait, ou du moins l'efficacité du procédé n'était pas véritablement au rendez-vous. En clair, seuls 57% des retardataires payaient, et donc il en manquait quand même 43%. Puis, ils ont eu l'idée de rajouter une simple petite phrase dans les lettres de rappel. Et cette phrase disait « 9 personnes sur 10 payent leurs impôts à l'heure ». Après ce courrier de relance, et avec cette simple phrase, 86% des retardataires se sont acquittés de leur dû, de leur dette. Donc, 57% s'acquittent de la dette après la lettre de rappel, mais sans cette phrase, et 86% s'acquittent de leur dû avec cette simple phrase supplémentaire de quelques mots. Alors, mes chers amis, vous allez me demander, mais Siegfried, nous n'avons pas la réponse à la question que tu nous as posée au début. La question, que devons-nous mettre dans notre portefeuille pour augmenter nos chances qu'on nous le rapporte si nous le perdons et sans que cela nous coûte un seul euro? Alors, mes amis, la réponse est très simple et elle est en même temps, je l'avoue, je le concède, un petit peu manipulatoire, mais après tout, il s'agit de votre portefeuille. Alors allons-y. Vous écrivez une lettre
en vous faisant passer pour une personne qui a trouvé votre portefeuille et qui vous l'a rendu, et vous mettez cette lettre dans votre portefeuille. Donc en fait, une personne est censée vous avoir déjà remis votre portefeuille que vous aviez perdu. Donc vous êtes censé l'avoir perdu déjà une première fois. Dans cette lettre, celui qui l'a trouvé dira « Cher monsieur, je vous remercie pour votre gentil mot de remerciement lorsque je vous ai rendu votre portefeuille. Sachez que je suis très heureux d'avoir trouvé votre portefeuille et de vous l'avoir rendu. Et je sais que si vous aviez été à ma place, vous auriez fait de même. » Ainsi, en écrivant juste cette phrase, si vous perdez votre portefeuille, la personne qui va le trouver regardera certainement à l'intérieur ce qu'il y a, de l'argent, et puis elle verra une lettre. Elle l'ouvrira si elle est curieuse et elle tombera sur ce mot et elle se dira « Tiens, ce monsieur avait déjà perdu son portefeuille et quelqu'un qui l'a trouvé le lui a rendu. » Il aura donc la preuve sociale que quelqu'un qui trouve un portefeuille, eh bien, il le rend. Et il y a de fortes probabilités, c'est pas sûr à 100% bien entendu, mais il y a de fortes probabilités pour que vous récupériez le vôtre sans que cela vous coûte un seul euro. Voilà mes chers amis, nous venons de voir ensemble le troisième mécanisme tiré du livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Et il nous restera 3 autres techniques à voir ensemble. Alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de sympathie. Alors à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.